des données et la confiance qu'on peut avoir dans son prestataire en fait. Ouais. Parce que c'est quand même un point important, c'est un peu. Il y a plusieurs questions qui sont récurrentes qu'on nous pose sur celle-là. C'est également la réversibilité, comme je viens de l'entendre. C'est toute la partie backup. Avant, on sentait bien quand une opération, une panne, on part en backup, c'était physique. Là, ça va être virtuel. Donc, toutes ces questions sont à l'heure du jour. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que les clients qu'on démarche ou qu'on travaille avec eux pour brainstormer, etc., ce sont des clients comme le ministère de la Défense, comme le ministère de l'Intérieur, en dehors des autres traditionnels, mais eux également réfléchissent à ça. Il y a un acteur aux États-Unis, pas des moindres, c'est la NSA, qui a un plan de faire un cloud privé pour l'ensemble de son système d'information. Donc la sécurité, c'est comme on est tous des humains, quoi. Donc dès qu'on ne voit plus, on dit c'est pas sécurité. Avant, dès qu'on automatisait ou on industrialisait, alors qu'avant il y avait des personnes qui étaient aux manettes, on a remplacé ça par les softwares, on se pose exactement la même question. Ça ne sera pas sécuritaire parce qu'il n'y aura pas un bonhomme ou une personne qui va administrer, c'est un outil qui va administrer, donc c'est pas sécuritaire. Et on se pose toujours les mêmes questions. La sécurité va arriver sur le cloud, elle est déjà présente. Il y a quand même des sociétés qui vendent aujourd'hui, alors c'est des petites parties. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un de Valeo pour nous donner un peu de nouvelles du bascule de leur système d'information sur Google. Je ne sais pas où ils en sont, en tout cas ils ont pris la décision de basculer sur Google. Salesforce aujourd'hui vend, quand ils vendent des prestations infrastructure compris et software compris, donc à la demande, et ils facturent à l'heure. Donc tout ça, ça existe, c'est pas sur le papier, c'est dans le concret, ça va aller vite parce que tout s'accélère de plus en plus, donc ça n'ira qu'en se bonifiant, mais en tout cas c'est la réalité. Finalement, ils se posent des questions, mais ils y vont quand même, donc il y a des réponses. Alors c'est vrai qu'on dit souvent le cloud computing, c'est un effet, il y a eu la phase effet marketing parce qu'on nous l'a fait, le business on-demand, ok, donc c'était pas la première fois. Le cloud computing, on peut dire que la plupart d'entre vous savez qu'il existe depuis quand même quelques temps. Ça s'appelait network computing, ça s'appelait d'autres façons, mais en tout cas sur les mainframes ça existait. Les mainframes c'est VM, c'est vieux comme histoire. Et donc là maintenant, ce qui n'existait pas par contre, c'est on arrivait à virtualiser des partitions, ça on les a tous connus, d'avoir des espaces de travail où on pouvait travailler, c'était virtuel. Mais de là à facturer au coût du MIPS, au nombre d'objets utilisés, au niveau du software, etc., ça n'est jamais fait ça. J'ai passé un peu de temps chez IBM à un moment donné, j'avais un client qui s'appelait la FNAC, il fallait accuser le coût de décembre qui était novembre, décembre, janvier, qui est le mois de folie à la FNAC, avec tous nos achats de Noël, on y contribue tous. Et donc, ils étaient en business on demand. Le business on demand qu'on faisait, c'est qu'on récupérait un mainframe d'Allemagne, on l'installait, on ouvrait des partitions supplémentaires et ça passait. C'est pas ça on demand. C'est OK, ils nous font la demande d'un nouveau mainframe. OK, non, on leur fournit un mainframe. Mais là, aujourd'hui, c'est véritablement le marché client, fournisseur, constructeur, éditeur veut mettre en place des systèmes d'information qui sont des utilities où vous allez consommer, nous tous autant qu'on est, on est aussi consommateurs chez Orange de systèmes d'information, et donc on consommera, ou tout au moins on paiera ce qu'on aura consommé. Et notre business model, il est construit comme ça. Donc c'est vrai que pour ça, on parle souvent des opérateurs sur le cloud, mais en matière de business model, le nôtre, on ne change pas grand-chose, hormis le fait qu'on ne facturera pas au mois, on essaiera de facturer à l'heure. D'accord. Jean-Michel, sur les clients qui vous ont confié tous les RSI, ils n'ont pas eu d'angoisse vous ont fait confiance d'emblée ou vous avez des questions? En fait, on les approche sur des cahiers des charges infogérance. Ensuite, on propose des modalités de mise à disposition des services de l'ORSI sur l'IAS, qui est un service complémentaire. Donc en fait, une fois qu'ils ont compris les intérêts sanitaires, la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité, la disponibilité, ils sont très intéressés par le modèle. Les réticences qui vont rester, c'est effectivement confidentialité de données, auditabilité de l'infrastructure, ça c'est très important.
Intrinsèque, historiquement, vient du monde de la sécurité informatique, c'est notre cœur de métier historique, et on a projeté nos compétences de sécurité informatique sur la gestion de nos propres infrastructures. C'est-à-dire que systématiquement, on accompagne nos clients, on les audite, on audite la partie de la sécurité chez nous, de façon à surveiller, puis on leur permet en fin de compte de faire appel à des tiers auditeurs pour s'assurer qu'on le fait correctement, qu'on le fait vraiment dans les règles de l'art. Mais effectivement, les aspects de confidentialité de données, je le disais, réglementaires en fin de compte, parce que mes données peuvent se retrouver manipulées. Quand on fait de l'hospitalier, on fait de l'hospitalier. Aujourd'hui, il y a des lois en fin de compte qui obligent à connaître très précisément qui peut manipuler les données de santé médicale de chacun. Il ne s'agit pas en fin de compte de faire des révélations, toutes ces informations ne sont pas maîtrisées en termes de qui les manipule. Donc effectivement, une fois que tout ça s'est passé, après il reste en fin de compte la relation avec un fournisseur de services, on disait justement tout à l'heure, comment se fait les sauvegardes, à qui je m'adresse si je fais une restauration. Toutes ces questions-là. Ces questions-là, elles ont toujours existé, non? Ou elles sont pas complètement de cette façon? Quand on maîtrise en interne, en fait, on a sa production, on appelle, allô, j'ai besoin de restaurer le compte de monsieur, de la boîte mail de monsieur, etc. Et ça, on l'obtient facilement. Quand on passe avec un tiers, si on n'a plus le soin d'élaborer dans la contractualisation tous ces aspects-là, un contrat spécifique. Voilà. Après, la représentativité locale aussi est importante, parce que je ne sais pas en termes de facilité que je peux avoir à isoler un petit territoire aujourd'hui, quand j'ai besoin d'avoir justement de ces restaurations. Il faut quand même qu'il y ait un niveau de support et une proximité avec ce support qui puisse s'exprimer, je veux dire, de façon simple. Le téléphone est toujours plus simple en fin de compte que l'envoi de mail ou des formulaires techniques sur le web. Mais rappelez-vous, quand on est passé au SAN et au NAS, où on passait d'une gestion physique de fichiers, les silos, storage tech, etc., ou n'importe quelle autre marque, les robots, ou les bornes pour les plus lointains, mais ça c'était physique, on les voyait bien quand il fallait restaurer, il y avait tout ce qui allait bien pour pouvoir restituer le fichier, etc. Et dans les banques, ou dans d'autres secteurs d'activité, il faut conserver les données un certain nombre d'années, c'est 12 ans, 15 ans, en fait, en fonction des applications pour restituer l'écosystème applicatif. Et quand le SAN et le NAS est arrivé, ça a été perturbant pour les gens, parce que les datas allaient sur le réseau, étaient véritablement installées sur le réseau et on les gérait à partir du réseau. Donc si on veut être réducteur, on peut dire que le SAN et le NAS c'était vraiment le petit frère du cloud, hein. C'est-à-dire que la virtualisation a véritablement commencé par là. Les datas, elles étaient virtualisées sur le réseau. Là maintenant, c'est la jonction de tout ça où on va mettre en relation toutes ces datas-là et qui vont également, il va falloir que intellectuellement tout le monde se rassure, voilà, soit coordonné sur l'ensemble de ces architectures, mais c'est la même approche. Hein. Finalement, l'histoire se répète et tout s'arrange au fil du temps. Et j'ai une question, c'est plus, alors, quand on est cloud privé et qu'on veut aller vers le cloud public, alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de standardisation? C'est-à-dire que si je vais j'ai une technologie chez moi, je vais chez une autre qui en a une autre. Est-ce que pour l'interopérabilité, est-ce qu'il n'y a pas une problématique comme ça de standard nécessaire pour que ce qu'on met en interne soit compatible avec ce qu'on va mettre en externe ou pas, ou je me trompe peut-être? Ouais, donc il y a deux choses. D'abord, il y a clairement d'un point de vue des standards, dans ce qu'on appelle les API. Donc, Amazon a une API, VMware a une API, genre des API. Hein. Il y a pléthore d'API qui sont plus ou moins publics. C'est un peu ça montre deux choses. D'abord que c'est là où se passe la guerre. Et puis deux, il n'y a toujours pas de standards qui ont émergé par rapport à ces API, qui donneraient la possibilité pour un système externe de contrôler ce qui se passe dans le cloud. Donc ça c'est un des premiers points. Et bien évidemment, chacun espère que par le standard qui pousse deviendra la force du marché. Mais ça c'est plutôt c'est un point qui est important et c'est un point qui n'est pas négligeable. On a vu des technologies d'ailleurs qui supportaient déjà plusieurs types d'API afin de Eucalyptus par exemple, c'est le genre de choses qui mettent en avant. Ça c'est le premier point. Ça c'est vraiment quand on arrive et qu'on a décidé de consommer du cloud. Le deuxième point qui est important, qui est d'ailleurs plus important, c'est de faire attention au fait que quand vous mettez votre environnement dans le cloud, il ne soit pas quelque part dénaturé. C'est-à-dire que si vous devez récupérer votre environnement à un moment donné, il faut faire en sorte que vous puissiez le récupérer sans qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Donc par rapport bien évidemment au choix que vous ferez pour la virtualisation en particulier, si vous allez, Amazon n'est pas là, mais si vous allez sur un cloud Amazon,
machine virtuelle, c'est pas récupéré, il faut que vous ayez le même environnement qu'Amazon en l'occurrence. Amazon est